de la fouille qui va nous permettre d'établir les trouvailles et de les cibler dans le terrain où elles ont été trouvées. Mais souvent, les monnaies qui ont été perdues sont de moindre importance. Un trésor, c'est un signe de richesse. Vous l'avez enterré parce que vous l'avez volontairement mis là. Et vous n'avez pas pu récupérer parce qu'en général, il vous est arrivé quelque chose. Sinon, vous ne l'auriez jamais laissé. Et en général, un trésor, pour le XIIe et XIIIe siècle, ce sont des trésors de monnaie d'argent, contenant des deniers et des oboles, et donc vont se chiffrer par milliers. Nous avons 4 trésors importants, dont le plus important qui est trouvé au XIIe siècle, dont l'enfouissement est daté du XIIe siècle, qui est le trésor de Rochegude. Ça, c'est un nom qui doit parler à pas mal de monde, et qui est le trésor le plus ancien pour les Bernardins, et qui contenait plusieurs monnaies d'Anduze et de Sauve. Mais simplement, il n'a pas été étudié. Au XIXe siècle, on trouvait un trésor, on comptait les pièces. Dans le meilleur des cas, on prenait un type de chaque monnaie, on les mettait dans un musée, quand il n'a pas été cambriolé au XXe. On faisait une étude pondérale de l'ensemble pour savoir comment ça faisait. Donc vous avez un trésor de 5000 monnaies qui pèse 5 kg, c'est très bien. Et puis le reste, c'était soit vendu, soit fondu. C'était de l'argent, donc on récupérait l'argent et on faisait les monnaies avec. Donc on a énormément de trésors au XIXe, mais connus par des mentions extrêmement grégaires et qui sont en fin de compte peu exploitables à notre niveau aujourd'hui. Donc nous avons la mention, vous avez la liste dans le petit opuscule, de 5 gros trésors. Vous avez la trouvaille du Nobol à Saint-Guilhem-le-Désert. Alors ça c'est intéressant parce que Saint-Guilhem c'est pas loin. Et c'est intéressant parce que c'est une obole. En général, en trésor ou en fouille, on trouve beaucoup plus facilement les deniers que les oboles. Donc la découverte d'une obole à Saint-Guilhem, en contexte 1250, nous montre que les monnaies de Bernardin circulaient encore en 1250. Dernier terminus, là c'est l'ultime. Je vous achète et après on n'en parle plus. 1315, ordonnance des barons. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement une loi prise par Louis X. Louis X, c'est un des fils de Philippe le Bel, le fameux Philippe le Bel, celui de l'ordre du Temple, c'est l'affreux, qui est mort en 1314 et qui a laissé le royaume à son fils aîné, Louis X, qui a un énorme problème d'argent. Et que son oncle, Charles de Valois, qui est le frère de Philippe, va résoudre en disant on va vous vendre les droits monétaires, il n'y a pas de problème. Et donc on va recenser tous les monnayages du royaume et on va revendre à ceux qui les possèdent encore les droits qu'ils avaient. Les Bernardins ne sont plus signifiés ni plus que les Rocafoliens. C'est-à-dire qu'en 1315, plus personne ne pouvait se référer à ce monnayage pour en demander une prolongation ou du moins l'accoutumance d'un droit qui aurait permis de continuer à faire frapper ou à récupérer quelque chose. Donc 1315 étant la date limite, ça veut dire qu'entre 1254, 1265, 54, la mention, c'est la fameuse mention de tout à l'heure du Raymondin qui vaut une obole tournoi, 1265, l'ordonnance de Sommières, et 1315, l'ordonnance des barons, le monnayage des Bernardins avait complètement disparu, en tout cas en tant que monnaie réelle, même si elle pouvait encore circuler. Et pour les trésors, donc toutes les mentions de monnaie que nous avons, donc peu nombreuses, au nombre de 6 au total, toutes sont datées entre 1225 et 1250. Donc un créneau extrêmement faible. Et malheureusement, là, dernier élément, c'est que toutes les monnaies du premier type sont dans des dépôts qui sont datés de 1245 à 1250. Ce qui explique pourquoi on avait donné le type à la croix cercelée comme le deuxième et non pas le premier type. C'est-à-dire qu'il faudrait revenir à un classement inversé. Ces types-là seraient les premiers et la croix cercelée serait le deuxième. Donc on reste avec un problème entier. On a fait 1 heure de conférence. Bon, j'en regarde là. Non, apparemment il n'y en a pas qui dorment, même au fond de la classe. Ils ont l'air, tout le monde a l'air d'avoir à peu près suivi. Ça a été dur ? Non, pas trop ? Bien. Nous aurions le même problème qu'au début. Un monnayage simplement resserré en matière chronologique sur une cinquantaine d'années à cheval sur 2 siècles, le XIIe et le XIIIe siècle. Mais nous aurions toujours le même problème, à savoir quel est le premier type, quel est le deuxième, et apparemment nous aurions résolu le problème de l'atelier, puisque à peu près tout le monde est d'accord pour dire Sommières. On laisserait tomber Anduze et de l'autre côté Sauve. Car il restait aussi le problème de Sauve. Pourquoi
nous aurions un monnayage avec d'un côté des Andousia, des Salvés, et de l'autre côté, enfin pour le premier type, enfin pour un des deux types, et l'autre Andusiensis et Salviensis. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est la forme. Si des Andousia et des Salvés ne posent aucun problème, d'Anduse et de Sauve, le deuxième type nous interroge plus. Il a la même signification, mais ce n'est plus le même cas latin, et en réalité la monnaie s'adresserait plutôt aux Andusiens et aux des Salvois, des Sauviens, des Sauvins. Et oui, donc la forme est déjà différente. L'autre point non moins important donc, serait de savoir si, cette modification linguistique accompagne la typologie et permettrait à ce moment-là de remettre en phase les deux monnayages, premier et deuxième type. Pour la datation haute du premier type, c'est-à-dire le type à la croix cercelée, je me suis appuyé sur des cartulaires. Les cartulaires donnant le nom d'Anduse, de façon D-Andousia, sont plutôt anciens, datés entre 1102 et 1194. Cette forme disparaissant ensuite pour réapparaître ensuite sous Philippe le Bel. Donc, si on se fie au texte par rapport aux monnaies, on pourrait faire une sorte d'hypothèse de rattachement. Enfin, pourquoi des monnaies avec de noms de villes différents, que ce soit de Sauve ou des Andusiens? Pourquoi deux? Tout simplement parce que dans les monnayages de ces régions, nous sommes souvent en pariage. Qu'est-ce que le pariage? C'est-à-dire que la monnaie n'est pas fabriquée en tant que telle par un seigneur, mais par des co-seigneurs, qui sont possessionnaires de plusieurs terres. Vous avez la liste de toutes les terres que possédait la famille d'Anduse, et Dieu sait si on en possédait au tournant du XIIe, XIIIe siècle, et en fin de compte, ça serait fabriqué en association. Et à ce moment-là, nous pourrions comprendre pourquoi nous avons ces deux noms. Car en règle générale, sur une monnaie féodale classique, nous avons au droit le nom du personnage, avec l'indication de sa fonction, qu'elle soit épiscopale ou comtale ducale, et de l'autre, en général, soit le nom de l'atelier, soit le nom de la région, etc. Là, nous avons deux noms de sites. Et la seule identification pour la typologie repose sur la lettre, qui nous permet de donner la monnaie, en tout cas, peut-être à des Bernards, en tout cas, identifiés comme des Bernardins. Car était-ce vraiment Bernard? Ça, c'est l'autre question qui reste posée. Enfin, faut-il rappeler que nos seigneurs d'Anduse, à un moment donné, entre 1148 et le tournant du XIIIe siècle, sont princes, se disent princes d'Anduse. On les trouve dans les mentions des textes. Et que d'autre part, au revers, pour Sauve, puisqu'il est seigneur de Sauve aussi, il s'intitule satrape. D'où nous viennent ces deux titres, certainement des croisades. Je vous rappelle que Alphonse Jourdain, qui est mort en 1148, est surnommé aujourd'hui Jourdain, tout simplement parce qu'il s'est noyé dedans. Et que d'autre part, la moitié de la noblesse languedocienne a accompagné Louis VII, c'est pas les seigneurs du Nord. La première croisade, c'était Godefroy de Bouillon et les seigneurs du Nord qui avaient fait la première croisade. Pour la deuxième croisade, ce sont les seigneurs du Sud qui l'ont fait et qui ont accompagné le roi. Et il est tout à fait possible que le satrape soit revenu avec la croisade. Rappelez-vous que Alphonse Jourdain avait été le tuteur d'Ermengarde de Narbonne, qui est la deuxième épouse de Bertrand II de Sauve, et qu'en tant que tel, les familles étaient déjà très liées. Nous étions bien avant le fait que Raymond VII et Bernard VII deviennent beaux-frères. Dernier point. C'est bien gentil. On a des deniers. On a des trésors, on a de la circulation, on a des hypothèses, mais l'argent vient d'où? C'est ça, le nerf de la guerre. C'est toujours pareil, il faut du métal. Nous avons vu que les quantités de monnaie ne sont pas si importantes que ça. Si en tout cas on se réfère à ce que l'on connaît aujourd'hui comme exemplaire. Attention, ce qui ne veut pas dire que c'était ce qui existait à l'époque. On a pu avoir des quantités beaucoup plus importantes. Le terme bernardin est quand même cité plusieurs fois dans des textes. L'argent donc pouvait venir des mines de Yerlé, dans la région, ou de l'Argentière. Mais Marc Bompère, donc, qui est le spécialiste dont je vous ai parlé tout à l'heure, nous apprend qu'au début du XIIIe siècle, les mines de l'Argentière qui ne sont pas